Ils m'ont mise à l'écart sans bruit, sans annonce, sans même une phrase claire à laquelle j'aurais pu répondre. Ce n'est pas l'exclusion qui m'a frappée d'abord, mais la manière. Progressive, soigneuse, presque polie. Comme si l'on prenait soin de ne pas me faire tomber trop vite, pour que je ne crie pas. La scène était banale. Une fin d'après-midi ordinaire, une table encombrée de papier, des tasses oubliées. Julien et sa femme parlaient à voix basse dans le salon. Je les entendais depuis la cuisine. Ils échangeaient des mots rapides, précis, ces mots que l'on utilise quand on a déjà décidé. Organisation, délégation, simplification. Je n'étais pas encore entrée dans la pièce, que je savais déjà que la conversation me concernait. Quand je me suis approchée, leurs voix se sont naturellement tues. Pas brusquement. Juste assez pour paraître normal. Julien a souri, un sourire trop rapide, mal ajusté. Sa femme a ramassé quelques feuilles, les a empilées avec méthode. Ils m'ont regardé comme on regarde quelqu'un qui arrive trop tard à une discussion déjà close. Elle a dit qu'il parlait de choses pratiques. Rien d'important. Elle a ajouté que ce serait plus simple si certaines décisions passaient désormais par eux. Elle parlait doucement, presque avec bienveillance. Elle disait que c'était pour me soulager. Pour m'éviter de me fatiguer inutilement. J'ai compris alors que les mots avaient changé de camp. Ce qui, autrefois, s'appelait aide, s'appelait désormais gestion. Julien a acquiescé. Il a dit qu'il voulait m'aider à me reposer. Que j'en avais besoin. Il parlait comme on parle à un enfant fatigué, avec une patience feinte. Je l'ai regardé longuement. Il évitait mon regard. Ce détail alla m'a transpercé plus sûrement que n'importe quelle phrase. Ils n'ont pas demandé mon avis. Ils ont expliqué. Ils ont présenté. Ils ont déroulé un plan déjà ficelé. Je comprenais chaque mot, chaque intention. Et pourtant, je n'étais plus incluse dans le cercle de ceux qui décident. J'étais devenue un sujet de discussion, pas une interlocutrice. Elle a parlé de mon âge. Pas directement, mais assez clairement pour que je le comprenne. Elle a évoqué ma fatigue, mes oublis supposés, mon besoin de tranquillité. Elle disait que ce n'était pas un reproche, juste une réalité. Comme si la réalité était devenue un argument suffisant pour m'écarter. Julien a ajouté que tout cela était temporaire. Toujours ce mot. Temporaire. Il a cette douceur dangereuse qui fait accepter l'inacceptable. Il a dit que je resterais bien sûr informée. Informée. Pas consultée. La nuance était minuscule, mais définitive. Je me suis assise, sans parler. J'ai posé mes mains sur mes genoux pour qu'il ne voie pas qu'elles tremblaient légèrement. Je regardais la table, les feuilles alignées, les signatures prévues. Tout me semblait d'une clarté presque violente. Ce n'était pas une maladresse, ce n'était pas une inquiétude mal exprimée, c'était une prise de pouvoir. Il m'avait mise à l'écart pour mieux régner dans mon dos. Je voulais parler, dire que j'étais encore capable de comprendre, de choisir, de refuser. Les phrases se formaient en moi avec précision. Mais quelque chose m'a arrêté. Une lucidité froide. J'ai compris que toute objection serait interprétée comme une résistance inutile, peut-être même comme une preuve supplémentaire de mon incapacité supposée. Ah, elle a continué à parler. Elle expliquait qu'ils avaient pensé à tout. Aux démarches, aux papiers, aux décisions à venir. Elle parlait comme si elle avait pris la responsabilité d'un domaine désormais trop complexe pour moi. Julien hochait la tête. Leur accord silencieux était plus brutal que n'importe quel affrontement. Ils ont fini par me demander si cela me convenait. La question est arrivée tard, presque par politesse. Elle était formulée de telle manière qu'un refus aurait semblé déraisonnable. J'ai répondu que je devais réfléchir. Elle a souri, condescendante. Elle a dit que le temps pressait. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas une colère. Pas encore. Une prise de conscience nette, irréversible. J'ai compris que je n'étais plus perçue comme une mère, ni même comme une adulte à part entière. J'étais devenue un paramètre, une contrainte à gérer, un obstacle à contourner. Je me suis levée lentement. J'ai dit que j'étais fatiguée. C'était vrai, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. J'ai quitté la pièce sans éclat. Dans le couloir, mon cœur battait fort, mais mon esprit était étonnamment calme. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte. J'ai respiré profondément. Puis, j'ai ouvert le tiroir du bas.
celui que personne ne regardait jamais. J'y ai sorti un carnet, ancien, discret, à la couverture souple. Je l'ai posé sur la table, j'ai écrit la date. Puis j'ai écrit cette phrase, sans la modifier, sans la polir. Ils m'ont mise à l'écart pour mieux régner dans mon dos. En refermant le carnet, j'ai su que quelque chose venait de changer. Ce qu'ils prenaient pour une mise à l'écart venait de devenir un point d'observation. Et ce silence, qu'ils interprétaient comme une soumission, venait de se transformer en vigilance. Ils croyaient régner sans témoin. Ils ignoraient encore que je regardais. Quand je repense à la vie d'avant, avant que l'on décide de m'écarter, sans me le dire, je vois une suite de gestes modestes, constantes, presque invisibles. Rien de spectaculaire. Une existence bâtie dans la durée, sans bruit, sans revendication. Je me suis mariée jeune, dans un temps où l'on ne se demandait pas si l'on allait réussir, mais comment tenir. André était un homme discret, peu bavard, mais fiable. Il travaillait beaucoup. Moi aussi, nous avions une entente simple, faite de respect et d'habitudes partagées. Nous ne parlions pas d'équilibre, nous le vivions. Julien est arrivé tôt dans notre vie. Dès sa naissance, tout s'est organisé autour de lui. Les horaires, les priorités, les renoncements. Je n'ai jamais considéré cela comme un sacrifice. Être mère allait de soi. J'ai mis de côté mes envies, sans même les nommer, persuadée que le temps ferait son œuvre, que la reconnaissance viendrait naturellement. Les années ont passé ainsi, dans une stabilité parfois rude, mais honnête. Les fins de mois serrées, les vacances rares, les plaisirs simples. J'ai appris à faire durer, à réparer, à ne rien gaspiller. Cette façon de vivre me semblait juste. Elle m'a façonné sans que je m'en rende compte. La maison est arrivée tardivement. Pas une grande demeure. Pas un symbole de réussite sociale. Un lieu solide, fonctionnel, à nous. Le jour où nous avons signé, André a posé sa main sur la mienne. Ce geste valait tous les discours. Nous avions construit quelque chose qui ne dépendait que de nous. Prêt, j'ai entretenu cette maison avec une attention presque maternelle. Chaque pièce portait une trace de notre histoire. Les marques sur les murs, les meubles choisis pour durer, les objets conservés par fidélité plus que par attachement matériel. Je ne pensais pas en termes de valeur. C'était notre ancrage. Quand André est tombé malade, je n'ai pas réfléchi. J'ai pris le relais. Les rendez-vous, les soins, les nuits sans sommeil. Je n'ai pas compté. Je n'ai pas mesuré l'usure. J'avançais parce que c'était ce que l'on faisait quand on aimait. Lorsqu'il est parti, j'ai continué à faire fonctionner la maison comme avant. C'était ma manière de ne pas m'effondrer. Julien était déjà adulte. Il venait souvent au début. Il appelait. Il s'inquiétait. J'étais rassurée par cette présence. Je croyais que notre lien, forgé dans les difficultés, ne pourrait jamais se fragiliser. Je n'imaginais pas qu'il puisse se transformer autrement qu'en s'approfondissant. Puis il a rencontré celle qui est devenue sa femme. Elle était différente de moi. Plus directe, plus assurée, plus rapide dans ses décisions. J'ai voulu bien faire. J'ai cherché ma place, sans empiéter sur la leur. Je me disais qu'une mère devait savoir s'effacer au bon moment. Tseli. Je croyais encore que l'effacement était une preuve de maturité. Au début, elle était attentive, presque trop. Elle posait des questions sur l'organisation, sur les papiers, sur les habitudes. Je répondais sans méfiance. J'avais toujours vécu dans la transparence. Je ne concevais pas que cela puisse devenir un terrain de contrôle. Peu à peu, j'ai senti un glissement. Lent, discret. Mes façons de faire devenaient des habitudes dépassées. Mes souvenirs, des anecdotes inutiles. Je continuais pourtant à aider, à rendre service, à m'adapter. Je pensais que la bonne volonté finirait par être reconnue. Je croyais que l'amour familial fonctionnait comme un capital accumulé, qu'après tout ce que j'avais donné, ma place serait acquise. Je n'avais pas compris que, pour certains, le passé n'a de valeur que tant qu'il ne gêne pas le présent. Avec le temps, une fatigue nouvelle s'est installée. Pas celle du corps, mais celle de devoir justifier ce qui avait toujours été évident. De sentir que ma présence n'était plus naturelle, mais tolérée. Je n'osais pas encore mettre des mots dessus. Je pensais que c'était passager. Je me trompais. Ce que je vivais n'était pas une simple adaptation à l'âge. C'était le début d'une mise à l'écart progressive. Et parce que j'avais appris toute ma vie à tenir, à comprendre, à attendre, j'ai laissé faire. Je ne savais pas encore que cette patience serait interprétée comme une faiblesse.
Et que cette faiblesse, certains allaient bientôt s'en servir pour décider à ma place. Les premiers signes n'ont pas été violents. Ils se sont installés avec une douceur trompeuse, presque attentionnée, comme si l'on voulait m'épargner le choc en me retirant lentement le sol sous les pieds. Au début, il s'agissait de détails. Des conversations qui s'interrompaient quand j'entrais dans une pièce. Des décisions déjà prises, annoncées après coup, comme des évidences. On me disait que ce n'était pas important, que cela ne me concernait pas vraiment. J'acceptais. J'avais appris à ne pas faire de vagues. Peu à peu, ma présence est devenue accessoire. On ne me demandait plus mon avis sur les choses du quotidien. Les horaires changeaient, sans que l'on m'en informe. Les repas étaient organisés différemment, parfois sans m'inclure. Quand je faisais une remarque, on me répondait gentiment que tout était déjà prévu. Sa femme parlait souvent à ma place. Elle expliquait ce que j'aimais, ce que je n'aimais plus, ce qui me fatiguait. Elle disait cela devant Julien, parfois devant d'autres, comme si elle me connaissait mieux que moi à même. Je l'écoutais, stupéfaite, incapable d'interrompre ce récit, qui me transformait en personnage secondaire de ma propre vie. Julien, lui, ne disait presque rien. Il acquiesçait. Il souriait vaguement. Il évitait mon regard. Son silence était une approbation tacite, plus douloureuse que les paroles de sa femme. J'aurais préféré qu'il s'oppose, même maladroitement, mais il avait choisi la facilité du consensus. On a commencé à parler de moi à la troisième personne, même quand j'étais là. Ta mère est fatiguée, ta mère ne comprend pas toujours, ta mère préfère quand c'est simple. Chaque phrase était prononcée avec douceur, mais chacune m'éloignait un peu plus du centre des décisions. Je me suis surprise à douter. Pas de leur intention, mais de moi. Peut-être avait-il raison. Peut-être étais-je devenue plus lente. Peut-être ne voyais-je plus tout clairement. Ce doute, instillé jour après jour, faisait son œuvre silencieuse. Il ne me détruisait pas. Il m'amenuisait. Sa femme a entrepris de réorganiser la maison. Elle parlait d'optimisation, de modernité. Elle déplaçait des objets, rangeait autrement, décidait ce qui devait rester visible et ce qui devait être relégué dans des cartons. Elle disait que ce serait plus pratique. Je la regardais faire, sans protester. J'avais appris que céder évitait les conflits. Un jour, je n'ai plus retrouvé une photo d'André. Elle n'avait pas disparu. Elle avait été rangée ailleurs, dans une boîte, avec d'autres souvenirs jugés encombrants. J'ai ressenti une gêne profonde, presque une honte, comme si mon passé prenait trop de place dans un présent qui ne voulait plus de lui. Les repas sont devenus des monologues. Elle parlait de projets, de chiffres, d'organisation. Julien l'écoutait attentivement. Moi, je suivais en silence. Quand je prenais la parole, elle m'interrompait poliment pour aller plus vite. Julien reprenait la conversation là où elle l'avait laissée. Je finissais par me taire. Anne, un soir, elle a dit que je me répétais souvent. Elle a ajouté que c'était normal à mon âge. Julien a esquissé un sourire gêné. Cette phrase a planté une graine de doute en moi. Pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle était possible. Et cette possibilité suffisait à m'ébranler. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à noter les rendez-vous, les dates, les choses à faire. Pas par obsession, pour me rassurer, pour me prouver que je maîtrisais encore. Je ne savais pas encore que ces notes deviendraient autre chose qu'un simple aide à mémoire. Il y a eu aussi les décisions prises sans moi. Des invitations acceptées en mon nom. Des changements d'horaire annoncés à la dernière minute. Des discussions menées dans une autre pièce, porte entr'ouverte, voix basse. Quand j'entrais, elles s'interrompaient naturellement, comme si c'était normal. Je me suis mise à m'excuser souvent, de parler trop longtemps, d'être dans le passage, de poser une question. Je pensais que me faire petite me protégerait. Je croyais encore que l'effacement était une forme de sagesse. Mais, un après-midi, sa femme a évoqué la maison. Elle a dit qu'elle était grande pour quelqu'un de mon âge, qu'elle demandait trop d'entretien. Elle parlait de logique, d'adaptation. Julien n'a rien répondu. Son silence a résonné comme un accord. Ce jour-là, j'ai ressenti une solitude nouvelle. Pas celle du veuvage. Celle d'être entouré et pourtant exclu. D'être là, sans compter. D'exister sans être consulté. Le soir, seul dans ma chambre, j'ai relu mes notes. Les phrases exactes, les dates, les regards. J'ai compris que ce n'était plus des incidents isolés. C'était un glissement.
lent, organisé, presque raisonnable en apparence. Allez, je continuais pourtant à aider, à rendre service, à me rendre utile. Je pensais encore que l'utilité me protégerait. Mais plus je donnais, plus ma présence semblait acquise. Et plus ma parole perdait de sa valeur. Je ne le savais pas encore, mais ce que je prenais pour de la patience était déjà interprété comme une faiblesse. Et cette faiblesse, il s'apprêtait à l'utiliser pour régner tranquillement dans mon dos. Les nuits qui ont suivi ont été étrangement calmes. Pas paisibles, non. Calmes comme un lac figé avant l'orage. Je dormais peu, mais je ne tournais plus en rond. Mon esprit travaillait avec une précision nouvelle, presque méthodique. Ce qui, autrefois, me blessait confusément prenait maintenant une forme claire. Je me levais avant l'aube. La maison dormait encore. Dans cette pénombre, je retrouvais quelque chose de moi que j'avais perdu, la capacité de penser sans être interrompu, sans être corrigé. Je préparais du thé, je m'asseyais à la table de la cuisine, et je laissais les faits s'ordonner d'eux à même. Je revoyais les scènes, une à une, les phrases prononcées avec douceur, les décisions déjà prises, les regards échangés au-dessus de ma tête. Tout ce qui m'avait semblé flou devenait lisible. Il ne m'avait pas mise à l'écart par maladresse. Il l'avait fait parce que c'était plus simple ainsi, parce que mon silence facilitait leur organisation. Deux voix se faisaient face en moi. La première me disait de continuer à me taire, de ne pas provoquer, de préserver ce qu'il restait de lien. Elle parlait de fatigue, d'âge, de solitude possible. Elle me rappelait que résister pouvait coûter cher, émotionnellement, familialement. Mais l'autre voix était plus discrète, mais plus ferme. Elle ne parlait pas de colère, ni de revanche. Elle posait une question simple, presque brutale. Comment continuer à vivre en sachant que d'autres décident à ta place? Comment accepter que ton effacement devienne la condition de leur confort? Je priais parfois, sans mots précis, pas pour qu'ils changent, pour rester droite, pour ne pas céder à la peur, ni à l'excuse facile. Je sentais confusément que toute réaction trop émotionnelle serait utilisée contre moi. On dira que je ne comprenais pas, que je dramatisais. Il me fallait autre chose que des larmes ou des reproches. Ouah, j'ai repris mon carnet depuis le début. Les notes, les dates, les phrases exactes. Tout prenait une cohérence nouvelle. Ce n'était plus un journal de douleur. C'était une chronologie, une suite logique d'actes et de décisions prises sans moi. Je n'avais rien imaginé. Je n'avais rien exagéré. Cette prise de conscience m'a apporté une énergie froide, presque austère. J'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire ce qu'il fallait faire. Pas ce que je ressentais, ce qu'il fallait faire. Protéger, vérifier, comprendre. J'avais passé ma vie à organiser pour les autres. Je pouvais le faire pour moi. J'ai rassemblé mes papiers importants dans une enveloppe épaisse. Je ne l'ai pas laissé dans un tiroir évident. Je l'ai caché dans un endroit banal, insignifiant, mais sûr. Ce geste simple m'a procuré un soulagement immédiat. Comme si je reprenais possession de mon identité matérielle. Ensuite, je me suis renseignée. Discrètement, par petites touches. J'ai lu des textes officiels, des articles, des témoignages. J'ai appris des mots que je n'aurais jamais voulu connaître. Procuration, révocation, capacité juridique. Ces mots me faisaient peur, mais ils me donnaient aussi une certitude essentielle. Je n'étais pas sans recours. Plus j'avançais, plus une évidence s'imposait. La loi existait aussi pour moi. Mes droits n'avaient pas disparu avec l'âge. Ils n'étaient pas conditionnés à la patience dont j'avais fait preuve. Jusqu'à là. Cette découverte m'a tenue droite pendant des jours entiers. J'ai pensé à Mireille, une amie ancienne, solide, discrète. Une femme qui avait traversé ses propres tempêtes sans jamais se laisser effacer. Je l'ai appelée tôt un matin. Je ne lui ai pas tout raconté. Je lui ai dit l'essentiel. Quelque chose n'allait pas. Et j'avais besoin d'un regard extérieur. Fiable. Elle n'a pas hésité. Chez elle, j'ai parlé plus librement. Elle m'a écouté sans m'interrompre, sans minimiser, sans dramatiser. À la fin, elle m'a dit calmement que je devais consulter un notaire. Pas pour attaquer, pour comprendre, pour poser un cadre clair. L'idée m'a d'abord effrayée. Le notaire représentait pour moi les moments graves de la vie. Les signatures, les héritages, la mort.
Puis j'ai compris que c'était précisément là que je devais aller. Là où les choses sont nommées, datées, protégées. Là où le silence n'est pas un effacement, mais une prudence. De retour à la maison, j'ai repris mon masque. J'ai souri. J'ai répondu vaguement. J'ai continué à rendre service. Il semblait rassuré par mon calme. Il croyait que je m'étais résigné. Il croyait que je m'étais résigné. Il confondait mon silence avec une reddition. La nuit, pourtant, je ne doutais plus. Chaque peur était examinée, chaque hésitation replacée à sa juste place. Je ne cherchais plus à être incluse dans leurs décisions. Je me préparais à reprendre les miennes. Un soir, en refermant mon carnet, j'ai ressenti une certitude nouvelle, presque grave. Ils m'avaient mise à l'écart pour régner dans mon dos. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est que l'on ne gouverne durablement que ce qui ne regarde pas. Et moi, désormais, je regardais. La décision prise, tout s'est mis en place avec une précision qui m'a surprise moi-même. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de retour en arrière possible. Ce n'était pas une fuite, ni une vengeance impulsive. C'était une organisation silencieuse, presque clinique, née de semaines d'introspection et de lucidité. J'ai pris rendez-vous chez le notaire, un matin pluvieux. Une date anodine, choisie exprès pour ne pas éveiller l'attention. J'ai dit à Julien que je sortais faire des courses et que je rentrerais tard. Il a hoché la tête sans lever les yeux. Cette indifférence m'a confirmé dans mon choix. Mais le cabinet était clair, ordonné, rassurant. Rien d'intimidant. J'ai parlé calmement, sans pathos. J'ai sorti mes documents, mes notes, mon carnet. Le notaire m'a écouté longuement, sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il m'a simplement dit que j'avais bien fait de venir seule et surtout d'avoir tout conservé. Ces mots ont résonné en moi comme une reconnaissance tardive mais essentielle. Il m'a expliqué mes droits avec précision. La maison m'appartenait intégralement. Aucune décision ne pouvait être prise sans mon consentement écrit. Les démarches engagées dans mon dos n'avaient aucune valeur légale. Les procurations pouvaient être révoquées immédiatement. Tout ce que l'on m'avait présenté comme inévitable ne l'était pas. Je me suis sentie droite, pleinement présente. Je n'étais ni confuse, ni fragile. J'étais une femme qui venait reprendre ce qui lui revenait de plein droit. Nous avons parlé stratégie, non pas pour attaquer, mais pour protéger. Avancer sans bruit. Sécuriser chaque étape. Ne rien laisser au hasard. La première chose a été de réorganiser mes finances. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une agence éloignée où personne ne me connaissait. J'y ai transféré progressivement mes économies. Pas de mouvement brusque. Pas de traces spectaculaires. Chaque virement était réfléchi, justifié, discret. J'ai changé mes codes, mes accès, mes habitudes. Ensuite, j'ai révoqué toutes les procurations existantes. Officiellement. Par courrier recommandé. Avec accusé de réception. J'ai classé chaque preuve dans une chemise neutre, sans mention apparente. Ce classement, méthodique, m'apportait un calme inattendu. Chaque papier était une frontière rétablie. La question de la maison s'est imposée très vite. Tant qu'elle restait au centre de leur projet, je restais exposée. J'ai mis du temps à l'accepter. Cette maison portait toute ma vie adulte. Chaque pièce était chargée de souvenirs, de gestes répétés, de silences partagés. Mais j'ai compris qu'elle était devenue un enjeu, non un refuge. La mettre en vente n'a pas été un renoncement. C'était un acte de souveraineté. Le notaire a géré la démarche avec une discrétion absolue. Les visites étaient organisées lorsque Julien et sa femme étaient absents. Je disais que je sortais marcher, voir une amie, prendre l'air. Personne ne s'en inquiétait. Ils étaient trop sûrs d'eux, trop convaincus que rien ne bougerait sans leur accord. Signer le mandat de vente a été un moment étrange. Une tristesse sourde, bien sûr, mais aussi une sensation de légèreté nouvelle. Comme si je déposais un poids que je portais depuis trop longtemps. La maison cessait d'être une promesse pour les autres. Elle redevenait une décision pour moi. J'ai ensuite rédigé un testament. Clair, précis, sans ambiguïté. Pas pour punir. Pour éviter toute interprétation future. Je voulais que rien de ce que j'avais construit ne puisse être détourné ou utilisé, comme le jet contre moi. Cette étape m'a apporté une paix profonde. Savoir que tout était écrit, encadré, respecté. À la maison, je continuais à jouer mon rôle. Je souriais. Je rendais service.
Je répondais vaguement quand des projets étaient évoqués. Ils interprétaient mon calme comme une acceptation. Ils confondaient mon silence avec une résignation. Cette erreur leur a coûté cher, même s'ils ne le savaient pas encore. Chaque soir, je notais l'avancée des démarches dans mon carnet. Une date, une signature, un courrier envoyé. Ce carnet n'était plus un refuge. Il était devenu une preuve, une colonne vertébrale. Je n'y écrivais plus mes doutes. J'y consignais mes actes. Je n'ai parlé de rien à Julien, pas par cruauté, par nécessité. Je savais qu'il n'aurait pas su garder le silence. Sa loyauté était instable, influençable. Il aurait révélé sans le vouloir ce que je protégeais avec tant de soin. Je ne pouvais plus me permettre cette fragilité. À mesure que les semaines passaient, je sentais un basculement intérieur. Je n'attendais plus qu'on me consulte. Je ne cherchais plus à être incluse. Je préparais mon départ, mentalement, juridiquement, matériellement. Sans haine, sans éclat, avec une détermination calme. Ils m'avaient mise à l'écart pour régner dans mon dos. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est que le pouvoir le plus solide se reconstruit toujours, dans le silence. Le moment où tout a basculé n'a pas pris la forme d'un éclat. Il s'est présenté comme une suite de faits impossibles à ignorer, une mécanique qui s'enclenche sans bruit et ne s'arrête plus. Tout a commencé par un courrier arrivé un matin ordinaire. Julien l'a ouvert machinalement, debout dans l'entrée. J'ai vu son visage changer. Pas de colère, pas encore. Une inquiétude confuse, mal identifiée. Il a relu la première page, puis la seconde. Il a demandé si j'avais fait des démarches récentes. Sa voix cherchait la neutralité, mais elle tremblait légèrement. Je lui ai répondu calmement que j'avais régularisé certaines choses, rien de plus, rien de moins. Il a parlé de la banque, de documents qui ne correspondaient plus, de procurations disparues. Il disait que ce devait être une erreur administrative. Je l'ai laissé parler. Je savais que ce réflexe de déni était nécessaire avant l'effondrement. Sa femme est arrivée peu après. Elle a compris immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle a posé son sac, trop brusquement, et a pris le courrier des mains de Julien. Elle a lu vite, avec cette efficacité sèche qui la caractérisait. Puis elle m'a regardé pour la première fois depuis longtemps sans masque. Elle m'a demandé si j'avais vu un notaire. La question n'était pas innocente. Elle était précise, tardive, presque accusatrice. Je n'ai pas nié. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement dit que j'avais pris des dispositions légales. Très, pour moi, Julien a tenté d'apaiser. Il parlait de malentendus, de dialogue possible, de famille. Il répétait que tout pouvait encore s'arranger. Il ne comprenait pas encore que le temps des arrangements était passé. Sa femme, elle, a changé de ton. Elle parlait d'ingratitude, de trahison. Elle rappelait tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient prévu. Elle disait que je ne pouvais pas décider seule. Cette phrase-là a résonné avec une clarté presque douloureuse. Seule. Comme si cela avait été le cœur du problème depuis le début. Je n'ai pas répondu. J'ai posé sur la table une copie du mandat de vente. Pourquoi ? Julien s'est figé. Il a lu lentement, comme si chaque mot devait être vérifié. Il a murmuré le nom de la maison. Sa femme a saisi le document à son tour. Elle a relu. Puis, elle a compris. Le silence qui a suivi était dense, presque irréel. La maison était engagée, légalement, irréversiblement. Elle a explosé. Elle parlait de projets ruinés, de décisions irresponsables, de droits moraux. Elle criait que je n'avais pas le droit de faire cela sans eux. Sans eux. Comme si mon existence juridique avait été suspendue à leur approbation. Julien tentait de la calmer. Il parlait de conséquences, de discussions possibles. Mais quelque chose s'était rompu. Leurs reproches se croisaient, se contredisaient. Chacun cherchait un responsable. Ce responsable, ce n'était plus moi. Je les regardais sans colère. Une distance nouvelle s'était installée en moi. Leur agitation ne m'atteignait plus. Ils découvraient soudain que ce qu'ils croyaient acquis ne leur appartenait pas. Julien a fini par me demander pourquoi je ne leur avais rien dit. Pourquoi j'avais agi dans leur dos. La question était presque naïve. Je lui ai répondu doucement que je n'avais jamais été consultée quand il décidait à ma place. Que j'avais simplement repris ce droit à la. Sa femme a tenté une dernière stratégie. Les larmes. Elle parlait de stress, de fatigue, d'erreurs commises sans mauvaises intentions. Toujours cette phrase. Comme si l'intention suffisait à effacer les actes. Je n'ai pas répondu.
Quelques jours plus tard, un courrier recommandé est arrivé. Julien l'a ouvert devant moi. Il s'agissait de la confirmation officielle. Compte sécurisé, procuration annulée, démarche validée. Tout était désormais clair, définitif. Il s'est assis lourdement. Elle est restée debout, figée. Il n'avait plus rien à négocier. Plus de levier, plus de marge. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas savouré. J'ai simplement constaté. Le piège s'était refermé sans cri, sans humiliation publique, sans violence. Ce soir-là, je suis montée dans ma chambre plus tôt que d'habitude. J'ai fermé la porte. J'ai posé mon carnet sur la table de nuit. Je n'y ai rien écrit. Il n'y avait plus rien à préparer. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie sans me demander ce que demain allait m'enlever. Après cette confrontation, quelque chose s'est délité définitivement. Pas dans un fracas, mais dans une usure rapide, irréversible. La maison est devenue un lieu de passage tendu, de silence trop lourd, de regards qui glissaient sans s'arrêter. Sa femme ne me parlait plus directement. Elle s'adressait à Julien, même quand j'étais là. Elle commentait la situation comme si j'étais absente, déjà sortie du cadre. Elle parlait de complications inutiles, de démarches absurdes, de perte de temps. Jamais de ce qu'ils avaient tenté. Toujours de ce que j'avais empêché. Julien, lui, semblait vidé. Il passait d'une colère sourde à un abattement silencieux. Un jour, il me reprochait d'avoir tout bouleversé. Le lendemain, il évitait toute conversation. Je reconnaissais chez lui cette fatigue morale que je lui avais souvent pardonnée par le passé. Mais je n'avais plus l'énergie de la porter à sa place. Les disputes entre eux sont devenues fréquentes. Je les entendais tard le soir, porte close, voix basse mais dure. Elle lui reprochait de ne pas avoir anticipé, de m'avoir sous-estimé, de ne pas avoir sécurisé ce qu'elle considérait déjà comme acquis. Lui reprochait sa précipitation, sa certitude, sa manière de décider sans mesurer les conséquences. Il cherchait un responsable, mais il refusait de regarder l'origine du déséquilibre. Alors, je n'étais plus au centre de leur conflit. J'en étais devenu le révélateur. Un soir, elle a dit, sans détour, que toute leur organisation reposait sur ce qu'ils pensaient récupérer. Cette phrase, lâchée comme un aveu tardif, a confirmé ce que je pressentais depuis longtemps. Je n'avais jamais été consultée parce que, dans leur esprit, mon accord n'était pas nécessaire. Ma présence était tolérée tant qu'elle ne contredisait pas leur projet. Julien a murmuré qu'ils étaient peut-être allés trop loin. Trop loin. Comme si tout cela n'était qu'une question de mesure, et non de principe. Comme si décider à ma place pouvait être acceptable, à condition de ne pas exagérer. Cette phrase m'a définitivement détachée de lui. Je passais de plus en plus de temps dehors. Marcher me permettait de respirer sans absorber leur tension. Les rues, les visages anonymes, le mouvement simple du monde me rappelaient que la vie ne se limitait pas à cette maison devenue étrangère. Quand je rentrais, je faisais profil bas, non par peur, mais par distance intérieure. Un après-midi, Julien est venu frapper à ma porte. Il avait les traits tirés, la voix lasse. Il a dit qu'il ne reconnaissait plus sa vie, qu'il se sentait pris entre deux loyautés. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Puis je lui ai répondu calmement que je n'avais jamais voulu être un choix impossible pour lui. Que ce qu'il vivait était la conséquence de décisions prises sans moi, et qu'il lui appartenait désormais d'en assumer le poids. Il n'a rien répondu. Il a baissé les yeux. Cette absence de réponse était plus parlante que n'importe quelle excuse. Peu après, sa femme a commencé à préparer son départ. Rien d'officiel, rien de déclaré. Mais je voyais les valises entr'ouvertes, les appels passés à voix basse, les silences prolongés. Elle parlait de recul, de réflexion. Elle disait avoir besoin de temps. Je comprenais surtout qu'il n'y avait plus rien à contrôler ici. Lorsqu'elle est partie pour quelques semaines, la maison a retrouvé un calme étrange, presque irréel. Julien errait d'une pièce à l'autre, sans repère. Il ne parlait presque plus. Je le regardais avec une compassion distante. Ce n'était plus à moi de réparer ce qui s'était fissuré sans moi. C'est dans ce silence nouveau que d'autres vérités ont émergé. Des projets financiers dont je n'avais jamais entendu parler. Des hypothèses bâties sur des bases fragiles. Julien découvrait peu à peu l'ampleur de ce qui avait été envisagé derrière mon dos. Et cette découverte le laissait sans voix. Je ne me réjouissais pas de cet éclatement. Je le constatais, comme on constate une fissure trop ancienne
pour être colmatée. J'avais compris que certaines familles ne se brisent pas à cause d'un conflit, mais parce qu'un déséquilibre longtemps toléré devient enfin visible. À l'approche de la signature définitive, j'ai commencé à préparer mes affaires. Sans émotion excessive, sans nostalgie inutile. Les objets essentiels, les papiers, les carnets. Le reste n'était plus qu'un décor. Je regardais ce chaos à distance, déjà ailleurs intérieurement, sans haine, sans triomphe, avec une lucidité nouvelle. En reprenant ma place, j'avais cessé d'être le pilier silencieux d'un mensonge commun. Et ce mensonge, privé de soutien, s'effondrait de lui-même. Ce n'était pas une victoire éclatante. C'était une fin nécessaire. Le départ s'est fait sans cérémonie. Un matin clair, presque banal. J'ai fermé la porte derrière moi avec un geste lent, précis, comme on le fait quand on veut se souvenir du mouvement exact. La clé a tourné sans résistance. Rien n'a craqué. Rien ne s'est brisé. Et pourtant, tout avait déjà changé. Je me suis installée dans un appartement simple, à quelques rues de la mer. 2 pièces, de la lumière, un balcon étroit où le vent passait librement. Ce n'était pas un refuge improvisé, mais un choix réfléchi. Ici, personne ne connaissait mon histoire. Personne n'attendait de moi une posture, une patience, une disponibilité. Cette neutralité m'a soulagée, plus que je ne l'aurais cru. Les premiers jours, je me suis autorisée à ralentir, à ne pas répondre immédiatement au téléphone, à marcher sans but précis, à m'asseoir sur silence sans le remplir. Le calme n'était pas vide. Il était habité par quelque chose de nouveau. La certitude que mes décisions m'appartenaient enfin. Je marchais souvent le long de l'eau. Le rythme régulier des vagues m'aidait à remettre de l'ordre dans mes pensées. Je regardais les gens passer, les couples, les solitaires, les visages absorbés par leurs propres histoires. J'étais invisible d'une manière saine, choisie. Cette invisibilité-là ne m'effaçait pas. Elle me protégeait. J'ai repris des habitudes modestes. Lire le journal au café du coin. Dire bonjour à la boulangère. Échanger quelques phrases avec une voisine sans devoir expliquer quoi que ce soit. Ces gestes simples avaient plus de poids que tous les projets dont on m'avait parlé sans me consulter. Ils ne demandaient rien. Ils accueillaient. Julien a tenté de me joindre. D'abord par message court, hésitant. Puis par une lettre. Il parlait de fatigue, de regret, de ce qu'il n'avait pas vu venir. J'ai lu sans colère. J'y ai perçu de la sincérité, mais aussi une attente confuse. Il cherchait encore une réparation qui ne dépendait pas de moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai appris que le silence peut être une réponse honnête quand la parole risquerait de nous ramener en arrière. Aimer un enfant ne signifie pas renoncer à sa propre stabilité. J'avais besoin que toute réponse éventuelle naisse d'un endroit solide, non d'une habitude ancienne. Les semaines ont passé. J'ai commencé à me projeter. Un cours proposé par la mairie. Une promenade hebdomadaire avec une femme rencontrée sur un banc face à la mer. Des projets modestes, mais choisis. J'éprouvais une joie discrète à décider sans consulter, sans justifier. Je pensais parfois à sa femme, sans colère. Elle appartenait désormais à un autre temps. Je n'avais plus besoin de comprendre ses motivations. Elle ne me concernait plus. Ce détachement n'était pas un oubli. C'était une clarté acquise. Mes carnets restaient dans un tiroir. Je ne les consultais plus par nécessité. Ils étaient devenus une mémoire, non une alarme. Savoir qu'ils existaient suffisait. Je n'avais plus besoin de m'y réfugier pour me prouver quoi que ce soit. Un soir, assise sur le balcon, j'ai pensé à toutes ces femmes qui restent parce qu'elles croient n'avoir nulle part où aller. J'ai compris que partir n'est pas toujours une question de lieu. C'est une autorisation intérieure. Une décision de ne plus se rendre disponible à l'effacement. Je n'étais pas devenue invulnérable. Certaines douleurs revenaient parfois, par vagues courtes. Mais elles ne décidaient plus de ma place. Elles faisaient partie du paysage, comme le vent ou la pluie, sans m'obliger à rentrer. Je savais que tout n'était pas réglé, que certaines conversations n'auraient peut-être jamais lieu, mais j'avais cessé de les attendre. Et cette absence d'attente m'a offert une paix que je n'avais jamais connue. Ce soir-là, en regardant la lumière décliner sur la mer, j'ai réalisé que je ne craignais plus le lendemain. Il ne me prendrait rien sans mon accord. Et pour la première fois depuis longtemps, cette certitude m'a permis de m'endormir avec le sentiment calme d'avoir repris possession de ma vie.
Il m'arrive encore de m'asseoir face à la mer quand le jour baisse, à l'heure où la lumière hésite et où les pensées remontent sans prévenir. Je ne cherche plus à les chasser. Je les laisse venir, puis repartir. Le passé ne me fait plus peur quand je le regarde sans me juger. Je pense à celle que j'ai été longtemps, à cette femme qui croyait que se taire protégeait l'amour, à celle qui confondait endurance et dignité, patience et effacement. Je ne lui en veux plus. Elle a agi avec les outils qu'on lui avait donnés, dans un monde où l'on apprend aux femmes à tenir plutôt qu'à choisir. Elle a tenu parce que c'était ce qu'on attendait d'elle. Bon, avec le temps, j'ai compris que vieillir ne retire pas seulement des forces. Cela enlève aussi certaines illusions. On cesse d'espérer des réparations, qui n'arriveront pas. On cesse d'attendre une reconnaissance qui dépend d'autrui. Et dans ce dépouillement, quelque chose de solide apparaît. La clarté. Je n'ai pas gagné contre eux. Je n'ai pas triomphé. J'ai cessé de me battre contre moi-même. J'ai arrêté d'expliquer ce qui était évident, de justifier ce qui était légitime. J'ai accepté que certaines relations ne survivent pas au moment où l'on se redresse. Eh bien, cette acceptation a été plus douloureuse que la confrontation. Il y a encore des jours de mélancolie. Des souvenirs qui surgissent dans un geste familier, une odeur, une phrase entendue par hasard. Je ne cherche plus à comprendre pourquoi ils n'ont pas demandé. Pourquoi ils ont cru pouvoir décider à ma place. Chercher ces réponses serait encore leur donner un pouvoir que je n'ai plus envie de céder. La solitude, désormais, n'est plus une punition. Elle est devenue un espace respirable. Un lieu intérieur où je peux penser sans être interrompu, me souvenir sans être corrigé, exister sans être évalué. J'y ai trouvé une douceur inattendue, faite de choix simples et de silences choisis. Julien existe toujours dans mon cœur, mais autrement, sans dette affective, sans attente excessive. S'il revient un jour avec une parole claire, je saurai l'accueillir sans me trahir. Et s'il ne revient pas, je saurai continuer sans me briser. Aimer un enfant n'exige pas de s'effacer pour être digne de lui. Quant à sa femme, elle appartient à un chapitre clos. Je ne lui souhaite ni chute ni réparation spectaculaire. Elle a agi selon ce qu'elle croyait permis. La vie se charge souvent de rétablir les équilibres, sans que l'on ait besoin d'y participer. Je n'ai plus à porter ce qui ne m'appartient pas. Je garde mes carnets dans un tiroir. Ils ne nourrissent plus la vigilance, mais la mémoire. Ils sont la preuve que je n'ai pas imaginé, que je n'ai pas exagéré, que j'ai vu juste même quand on tentait de me convaincre du contraire. Parfois, je relis quelques lignes. Je mesure la distance parcourue, puis je referme le tiroir avec gratitude. Je pense souvent aux femmes de mon âge, à celles à qui l'on parle doucement, comme à des enfants, à celles dont on décide l'avenir autour d'une table où elles sont assises, sans être invitées à parler. Mumin, à celles qui doutent parce que d'autres ont intérêt à ce doute, à celles qui croient qu'il est trop tard pour dire non. À elles, j'aimerais dire ceci. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place. La loi n'a pas d'âge. La lucidité non plus. Observer, noter, conserver, réfléchir ne sont pas des actes de méfiance. Ce sont parfois des actes de survie. Choisir le bon moment pour agir est une forme de sagesse. On nous a appris à préserver l'harmonie, quitte à nous abîmer. On a oublié de nous apprendre à poser des limites quand l'harmonie devient un piège. J'ai appris cette leçon tard, mais je l'ai apprise entièrement, sans réserve. Elle m'a coûté des liens, mais elle m'a rendu ma verticalité. Aujourd'hui, je vis simplement. Je marche. Je lis. J'écoute le vent. Je choisis mes silences comme d'autres choisissent leurs mots. Je ne cherche plus à convaincre. Je n'ai plus besoin d'être consulté pour exister. Et dans cette simplicité retrouvée, je découvre une force tranquille, sans éclat, mais durable. Ce n'est pas la revanche qui m'a sauvée. Ce n'est pas la colère. C'est la clarté. La décision intérieure de ne plus me laisser définir par le regard des autres. La capacité de rester droite quand on cesse de lutter. Et si je devais laisser un dernier message à celles et ceux qui se taisent trop longtemps par peur de perdre l'amour, la paix ou leur place, je dirais ceci. Sans colère, sans emphase. Avec la certitude que seule l'expérience donne, le silence peut aussi être une forme de justice.